Manuel du cocu magnifique. L'infidélité comme miroir. Chercher à comprendre sa part de responsabilité. C'est un chapitre difficile, c'est celui qui demande du courage. Le courage de reconnaître quelle est notre part de responsabilité dans ce qui a contribué à nourrir la crise, voire à l'initier. Jusqu'à présent, il y a eu la tempête, le choc, les faits, le contexte social. Il est temps de regarder le miroir que le chaos me tend. L'infidélité n'est jamais un acte anodin, c'est un symptôme brutal. Et si l'on met de côté la douleur qu'il génère, la douleur aveuglante, c'est aussi un symptôme qui parle autant de celui qui transgresse que de la relation elle-même, et donc de moi, ou de vous si vous êtes dans ma situation, et du coup de ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Attention, comprendre n'est pas culpabiliser. Posons une règle absolue avant de continuer. Lire ce qui suit ne signifie pas « c'est de ma faute si elle m'a trompé ». Elle est responsable de ses actes. Choisir la transgression, la fuite, plutôt que de chercher à résoudre ce qui ne fonctionne plus dans notre couple, de mentir, de mener une double vie, c'était son choix, sa responsabilité. Il y avait d'autres façons de faire et elle a choisi celle-là. Là où vous entrez en jeu, c'est dans la dynamique qui a précédé. Vous êtes co-responsable du contexte dans lequel cette transgression a émergé. La culpabilité peut paralyser et faire de celui qui est trompé une victime. Mais la responsabilité redonne le pouvoir d'agir et de changer. En ce qui concerne mon histoire, la compréhension des raisons liées à la psychologie de ma compagne et à ses pathologies spécifiques qui l'ont poussé à réagir de la sorte a été abordée. Maintenant, il s'agit de me pencher sur ce qu'il y a à comprendre chez moi pour établir ma part de responsabilité. Faire cet exercice en revenant aux racines de ce qui a dérapé peut être un enseignement essentiel pour ceux qui lisent ce manuel, sachant que leur couple est en train de déraper sans qu'il y ait eu encore trop d'actions transgressives. Donc, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, mais il y a là des enseignements à tirer de ce que vous avez injecté dans la relation et qui a pu emmener aussi votre partenaire à choisir la fuite, la transgression, plutôt que de chercher à résoudre aussi ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas. Du coup, qu'est-ce que cette situation révèle de moi ? Il s'agit de se regarder honnêtement. Ici, l'infidélité de l'autre agit comme un révélateur chimique. Elle fait apparaître les failles de votre propre structure. Voici, pour ma part, mon auto-analyse. Premièrement, mon besoin de contrôle. Je l'ai déjà évoqué, je reconnais être légèrement contrôlant. C'est un point de départ crucial. Le contrôle est une stratégie pour gérer l'anxiété. Mais le contrôle peut étouffer. À force de vouloir trop contrôler, les horaires, les règles, peut-être même les émotions, peut-être ai-je créé une prison dorée. Ai-je tellement réduit son espace de liberté qu'elle a dû le faire exploser de la manière la plus chaotique qui soit. Mon contrôle a-t-il été, à un moment donné, le carburant parfait pour sa nature rebelle ? Une justification de son intention de rébellion. Alors l'abcès, blessure professionnelle. Dans mon cas, elle avait obtenu depuis peu de hautes fonctions et je l'avais aidée pour réussir dans cette voie. Au lieu de poursuivre cette collaboration qui nous avait permis d'atteindre conjointement ce succès, elle a choisi de me faire sortir de cette équation. Et je réalise
à ce moment précis qu'il aurait été intelligent pour nous de discuter des raisons de ce choix. Nous ne l'avons pas fait et cela a contribué à générer de la frustration et insidieusement à nous éloigner l'un de l'autre. Je réalise aujourd'hui que finalement c'était une bonne décision que de ne pas continuer ensemble dans cette voie professionnelle, même si elle nous avait conjointement amenés au succès. À un moment donné, l'emprise du professionnel peut égarer le personnel, peut étouffer le couple et la relation intime. Mais cela n'a jamais été discuté. Il aurait fallu en parler, échanger sur ça, plutôt que de ne laisser qu'un sentiment finalement de frustration à la suite d'une décision qui n'a pas été expliquée. Du coup, de mon côté, j'ai cumulé un espèce de ressentiment qui s'est manifesté par des attitudes, je le reconnais, toxiques vis-à-vis d'elle. Mon ego étant blessé, je vivais cette mise à l'écart comme une injustice. Pour apaiser ma souffrance, je multipliais les piques incisives, les remarques qui visaient à la montrer imparfaite, faillible, quand nous étions entre nous ou avec notre entourage. Ce n'était pas ouvertement méchant, car je ne remettais pas en cause les fondamentaux qui me liaient à elle, c'était sous le couvert de l'humour, d'une prétendue tendresse un peu machiste. Mais je me rends compte rétrospectivement qu'elle a dû prendre cela comme une sorte de désamour, qui petit à petit nous a éloignés. Sans m'en rendre compte, ma vengeance s'exprimait ainsi, mais aussi par un certain détachement vis-à-vis de ses besoins d'écoute, de tendresse, de bienveillance, voire de sexualité. Les signes ignorés, fête, alcool et dépression. Alors il y avait les heures sup qui s'allongeaient, bien sûr. Son travail était de plus en plus prenant. Et il s'auto-justifiait par l'importance du pouvoir qu'elle avait obtenu et qui a impliqué du coup une présence et une intensité et dans le travail et dans la pression subie hors norme. Du coup, pour compenser, il y avait des sorties chez des amis IES, également liés à son milieu professionnel. Des sorties très festives, donc, qui lui donnaient l'opportunité de rencontrer du monde. Ces soirées, souvent improvisées, auxquelles je ne participais pas, choisissant de lui laisser cet espace soupape, mais aussi parce que ces soirées et les personnes qui y participaient, à l'évidence pour moi, ne me donnaient pas envie d'en être. Elle rentrait à 4h du matin après avoir pas mal bu, je dormais. Petit matin, je critiquais à demi-mot cette attitude qu'elle justifiait, ou pas, par le besoin de s'échapper de sa pression professionnelle, mais aussi, sans le dire vraiment, de la pression relationnelle, peut-être toxique, que je mettais en place. En fait, sans le savoir, je traversais moi-même une dépression consécutive à cette mise à l'écart, à cette blessure que nous n'avions pas verbalisée, ni cherché à en trouver le remède. Par vengeance inconsciente, pour alléger ma souffrance, je la blessais petit à petit. Pour la façade, tout allait bien. Malgré ce que nous traversions, j'étais innocemment convaincu que notre histoire était solide, notre affection profonde, et que cela passerait. Que le temps allait nettoyer cela par lui-même. Je me rends compte aujourd'hui, c'était une erreur. Il aurait fallu crever cet abcès qui, au lieu de guérir tout seul, est venu contaminer notre couple, telle une tumeur maligne. Quelques facteurs aggravants qui ont été aussi ignorés et qui ont contribué à déclencher, à amplifier la crise. Premièrement, le désir abîmé. Elle m'avait reproché mon manque de désir pour elle pendant ces 2 maternités. Elle avait souffert de cette situation bien davantage que ce que j'aurais pu imaginer. De ne plus se sentir femme, désirée alors qu'elle portait notre enfant, l'a profondément déçue. Et l'a peut-être fait douter de l'intensité réelle de mon désir pour elle et peut-être aussi de mon amour pour elle. Deuxième élément, non des moindres, notre différence d'âge. Nous avons presque 10 ans d'écart. Et jusqu'alors, ça ne s'était pas fait sentir. Mais lorsqu'un peu trop systématiquement je choisissais l'isolement et le silence
plutôt que de l'accompagner dans ses soirées festives, elle a pu en déduire que notre différence d'âge faisait ressortir une façon d'être, et peut-être des centres d'intérêt et une motivation différentes. Notre déséquilibre professionnel et financier. Autre point, elle se trouvait aux prises avec un agenda très contraignant et un environnement nouveau et complexe, et une nécessité de prendre quasiment tous les jours des décisions difficiles et impactantes. De mon côté, j'étais indépendant. Je gagnais moins de la moitié de ce qu'elle gagnait, avec une liberté et un temps libre bien plus importants. Sans parler de mes rentrées d'argent, parfois en dents de scie, qui nous mettaient potentiellement, des fois, dans le rouge financièrement. Et enfin, la crise de la quarantaine. Et oui, elle entrait dans la quarantaine. Moi, dans la cinquantaine, elle dans la quarantaine, ce qui est pour une femme, encore plus que pour un homme je pense, un moment de vie délicat. C'est une véritable transition entre fille et femme. Un moment charnière où se pose la question d'une potentielle dernière maternité. Et au-delà de la maternité, la quarantaine signifie la perte quasi irrémédiable de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est un élément clé de la beauté et de la séduction des femmes. Donc cette sensation a pu agir comme un accélérateur de la crise, et cela a fait surgir une sorte d'urgence à profiter intensément de la vie, car il lui restait, dans sa vision consciente ou inconsciente, que peu de temps pour continuer à profiter de sa jeunesse. Grosso modo, c'était maintenant ou jamais. La prise de conscience. En me penchant sur l'analyse de ces différents éléments, je réalise aujourd'hui que beaucoup d'éléments signifiants étaient réunis qui peuvent expliquer la première infidélité avec P. C'est le péché originel, l'infidélité à ce jour la plus intense et celle qui a failli faire vaciller notre couple. Je réalise également à quel point j'ai négligé de prendre en compte tous les signes qui étaient sous mes yeux, en adoptant une attitude qui m'aurait permis de me mettre au diapason, d'exprimer une affection sincère, qui serait peut-être apparue comme un remède. Au lieu de cela, j'ai agi comme un accélérateur de sa dépression qui petit à petit allait déboucher sur une crise existentielle, puis une crise de couple d'une intensité, d'une longueur et d'une violence hors du commun. Après, il est clair que quand on est concerné en première ligne, on croit toujours que chez nous c'est plus dramatique et intense qu'ailleurs. C'est une réalité. Cette analyse de la situation, que je veux la plus objective possible et qui débouche sur la critique des comportements ou des agissements que j'ai pu avoir, est un passage nécessaire, une recherche sincère d'honnêteté sans faux semblant. Cette démarche ne mène pas à une justification de ce qui s'est passé, mais cherche à expliquer ce qui a pu servir de carburant à cette longue crise que nous avons traversée, que nous traversons encore, même si, vous le comprenez maintenant, la dynamique de résolution de cette crise est très largement en marche.